bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour notre première visioconférence sur le thème du massage. Cette visioconférence est du coup organisée à l'occasion de la Journée mondiale du bien-être. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Bronwyn Fischer, esthéticienne praticienne à Mutazen, le centre de bien-être de Muta. Du coup, la Réunion est une terre de métissage avec des cultures provenant d'Asie, d'Inde ou d'Afrique. Dans ces pays-là, le massage fait partie du quotidien, c'est-à-dire que dans les familles, dans la rue, ils massent car ils savent que cela fait du bien. Et malheureusement, ce n'est pas le cas à La Réunion. C'est comme si notre métissage n'a pas été achevé et du coup, ça a été bloqué sur ce sujet. Mutazen, il faut savoir que ça a été créé en 2011 pour participer à la démocratisation du massage à La Réunion. Et depuis 2021, on essaye de développer auprès de nos bénévoles le massage partage pour contribuer à la réactivation de ce métissage. Du coup, à l'occasion de cette semaine du bien-être, ils ont d'ailleurs pu mettre en valeur leurs engagements dans cette pratique et dans le bien-être qu'ils apportent aux personnes et leur entourage. Ce soir, nous accueillons Nathalie Julien, énergicienne et spécialiste de différentes pratiques corporelles. Elle nous parlera ce soir du massage dans différentes traditions indiennes, asiatiques et européennes, et des bienfaits de sa pratique. Nathalie, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, très contente d'être ici, partager avec vous ma vision du massage. Alors, à propos de partager, je vais partager mon support. Voici. Vous voyez bien? Oui, tout à fait. Très bien. Donc, énergicienne. Alors, énergicienne, c'est pas une faute. Je vais vous expliquer pourquoi ce mot-là. Et du coup aussi, d'où je vous parle, pourquoi cet intérêt pour le massage et le toucher en général. Alors, mon activité professionnelle principale, c'est professeur des universités en électronique. Donc, j'ai une solide formation scientifique et je fais donc à la fois des enseignements et de la recherche. Et notamment dans ma recherche, je m'intéresse entre autres, comment, on va dire, minimiser la consommation d'énergie. Donc, soit dans des systèmes, enfin, je l'ai fait il y a quelques années comme des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, soit à l'heure actuelle plutôt dans tout ce qui est production et donc usine du futur, et donc comment on peut arriver à produire mieux, plus respectueux de l'humain et de l'environnement. Et vous doutez bien qu'il y a pas mal de travail dans ce domaine-là. Mais je suis aussi donc pratiquante d'arts martiaux depuis très longtemps, et notamment le kendo que j'ai pratiqué pendant 20 ans, et puis je l'ai enseigné pendant 15. Et de là, j'ai retiré un certain nombre de compréhensions, notamment des visions donc asiatiques autour du corps et de l'énergie, qui a alimenté finalement ma réflexion scientifique aussi. Et je me suis réorientée à un moment de ma vie vers les pratiques donc on va dire, de massage et techniques énergétiques. Donc c'est très large. J'ai été formée aussi bien à des pratiques comme le magnétisme, le reiki, le shiatsu, le massage ayurvédique. J'en oublie sûrement le massage thaï, voilà. Donc la réflexologie. Donc je suis assez curieuse de nature. Donc effectivement, je suis allée dans différentes directions. Et puis j'ai évolué assez naturellement, on va dire, comme n'importe quel pratiquant dans ces domaines-là, à un moment, on va dire, développer ma propre pratique et faire la synthèse de tout ça. Et donc, faire la synthèse de tout ça, finalement, il y a des sciences, et ça, j'y tiens, parce que dans ma démarche, c'est important, et notamment se baser sur la pratique en premier lieu.
Il y a les aspects arts martiaux qui sont très précieux et qui ne sont pas si éloignés que ça du massage, on verra pourquoi. Et puis, donc, il y a des aspects massage et énergétique. Et donc, quand j'essayais d'expliquer aux gens ce que je faisais, quels étaient mes pôles d'intérêt, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est là qu'assez naturellement est venu le mot énergicienne, puisqu'en fait, tout ça, ça tourne autour de la préoccupation de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que cette énergie et comment, finalement, on peut cultiver sa propre énergie et aider les autres à le faire également, parce que finalement, quand on est cohérent avec sa propre énergie, le bien-être, il vient assez naturellement. Et donc, j'étais amenée à développer mon approche. C'est toujours assez pragmatique, vous allez le voir. Donc, j'essaye de transmettre des choses de manière simple qui puissent s'intégrer dans notre quotidien. Après, bon, derrière, il y a différentes théories que vous pouvez trouver dans les ouvrages, mais ce qui va m'intéresser plus aujourd'hui, c'est de partager avec vous des outils que vous pouvez mettre en place assez facilement et que vous pouvez partager aussi, hein, puisque le but, évidemment, c'est celui-là. Et donc, la première chose que j'ai appris, notamment dans les arts martiaux, c'est qu'il faut pratiquer d'abord et puis on discute ensuite. Et que sans pratique, on peut pas asseoir sa réflexion. C'est vrai aussi en sciences, hein. On l'oublie souvent, mais normalement, il y a d'abord l'expérience et ensuite, on élabore une théorie qu'on va valider. Il y a des allers-retours comme ça entre la réflexion et le réel, hein, le concret. Donc, c'est ce que je vous propose de commencer par faire avant d'aller plus loin sur le sujet. Parce que comment apprendre le massage ou comment réfléchir sur le massage, c'est simplement en pratiquant. Donc, je vous propose de pratiquer avec moi. Donc, je vais voir si je vais régler ma caméra pour que vous puissiez me voir en entier. Et je vous propose, alors ça dure à peu près 5 minutes. Ce sont des durées que vous pouvez ajuster. Alors, bien évidemment, quand je vous propose une routine comme ça, vous l'ajustez, vous faites un peu plus long, un peu plus court. Si vous trouvez des exercices qui vous conviennent dans un autre livre, vous les ajoutez. Là encore, intégrez les choses, intégrez votre pratique, faites votre propre synthèse. Moi, c'est simplement des éléments qui peuvent vous servir de base. C'est comme je disais, c'est comme les recettes de cuisine. Ah, ça c'est sympa, mais finalement, je peux rajouter un autre ingrédient ou j'enlève celui-là parce que il ne me convient pas. Donc, à vous de vous adapter. Mais en tout cas, on va pratiquer ensemble quelque chose une routine qui est relativement simple, hein, qui est basée essentiellement sur du doing. Et donc, vous pouvez faire facilement le matin, par exemple, puisqu'elle est stimulante. Donc, l'idée, c'est de se mettre un petit peu en forme. Là, on est en fin de journée, plus vous d'ailleurs que moi. Hein. Mais bon, ça va nous remettre un petit peu de peps pour la suite. Hop. Vous allez me dire, parce que moi, je me vois quand petit. Alors, je vais peut-être arrêter de partager, comme ça, je me verrai plus facilement. Hop. Et je dézoome. Là, normalement, vous voyez à peu près en entier. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est tapoter sur la poitrine. En fait, soit vous tapotez donc avec les phalanges, le poing, soit vous tapotez du bout des doigts. Et donc là, vous allez stimuler le thymus. Alors ça, c'est quelque chose qui va être important parce que ça va stimuler votre immunité. Alors avec les périodes qu'on a pu connaître, c'est ce simple geste déjà, le faire de temps en temps dans la journée. C'est important. Si vous sentez que vous commencez à être enrhumé ou un petit peu pris, bon, effectivement, là, c'est le moment de stimuler votre thymus. Et le matin, c'est bien aussi. Donc, alors, vous pouvez en profiter pour tapoter l'ensemble de la poitrine également. Et puis ensuite, vous allez effectivement tapoter le poumon pour nettoyer un peu. Puis en même temps, vous étirez un petit peu. Puis vous allez continuer effectivement à tapoter tout le côté, comme ça. 3, 6, 9 fois, ça dépend du temps que vous avez devant vous. Hein. Puis vous pouvez faire de l'autre côté. Donc, quand vous êtes là, par exemple, vous pouvez tapoter donc le foie pour le stimuler, puis la rate aussi. Et puis vous mettez la main l'une sur l'autre, et puis vous pouvez frotter comme ça, en latéral, du foie à la rate.
pour réchauffer un petit peu. Et ensuite le ventre, donc vous allez mettre en fait juste le bout de vos doigts comme ça. Et vous avez votre nombril ici. Alors, je ne vais pas me déshabiller, mon nombril est à peu près là. Et donc vous allez commencer en bas à droite de votre nombril. Donc vous allez faire des cercles, des petits cercles du bout de vos doigts comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis vous passez après au niveau donc, du nombril. Donc pour vous à droite du nombril, c'est pareil, des petits cercles. Alors il peut y avoir des zones de votre ventre qui sont un petit peu plus douloureuses que d'autres. Évidemment, alors après je remonte là au niveau du foie, hein, vous voyez, donc en haut à droite. Donc là, au niveau si c'est un petit peu sensible, alors allez-y progressivement, évidemment, hein, ne forcez pas. Par contre, si il n'y a pas de problème, alors plutôt que de forcer, d'appuyer, vous voyez, en faisant remonter les épaules, simplement vous vous penchez en avant et comme ça, naturellement, vous irez plus profondément sans avoir à vous crisper les épaules et à vous fatiguer pour rien. Alors, il y a une chose aussi qui est importante dans le massage, c'est trouver la bonne posture pour économiser là aussi son énergie, c'est important. Et si vous sentez qu'il y a un endroit, alors évidemment, quand vous allez faire au-dessus du nombril, là, au niveau de l'estomac, si vous venez de manger, je vous conseille d'y aller doucement, sinon ça peut être assez désagréable. Et si vous sentez qu'il y a un endroit qui est un peu plus tendu, eh bien, vous pouvez insister un petit peu pour délier un petit peu les nœuds que vous pouvez trouver. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis là, c'est une proposition. Et puis, vous, en fonction de ce que vous ressentez, vous y restez plus ou moins longtemps. C'est pas parce que vous allez faire d'un côté 3 ou 4 cercles et de l'autre 6 que ça va forcément changer quelque chose. Au contraire, hein, si vous avez besoin, soyez à l'écoute de vos besoins à vous. Donc, on continue à faire le tour. Alors, c'est pareil autour pour ce qui est du ventre, toujours dans le sens horaire parce que ça va suivre le sens du transit avec le côlon ascendant, transverse et puis descendant. Et si vous sentez votre ventre étendu, vous pouvez aller un petit peu explorer un peu plus. Hein. Là, c'est juste une proposition parce qu'en faisant l'ensemble de ces points, déjà, ça vous permet quand même de bien balayer votre ventre, savoir un peu où vous en êtes, éventuellement stimuler votre transit. Puis vous terminez donc sous le nombril. Et vous pouvez remonter justement au niveau juste au-dessous du nombril, au niveau du nombril, pour voir un petit peu, éventuellement masser, pour harmoniser tout ça. Voilà pour le ventre. Et puis ensuite, on va passer dans le dos. Alors là, c'est important, les reins. Alors, vous pouvez tapoter, donc vous voyez, avec des poignets souples. Il ne s'agit pas de se faire mal, respectez-vous. Pour ça, maintenir les reins comme ça au chaud et les stimuler, c'est important quand vous êtes fatigué. Ça vous redonne de l'énergie. Alors, vous pouvez les frotter aussi, vos reins, hein, c'est la même chose. Hein. Les reins chauds. Hein. Souvent, les personnes âgées tiennent comme ça, effectivement, pour stimuler leur énergie. Bon, le matin, je conseille effectivement, si vous pouvez, de tapoter. Puis vous tapotez aussi le bassin, les fesses. Alors, pareil, soit avec les poings, soit avec le plat des mains, voir ce qui vous paraît le plus confortable. Et puis, vous pouvez aussi, avec vos phalanges, hein, aller chercher autour du coccyx, parce que comme on est souvent assis très longtemps, pendant de nombreuses heures, effectivement, ce sont des zones qui peuvent être un peu tendues. Après, vous allez continuer à taper les jambes en descendant sur le côté extérieur, jusqu'au pied, et puis vous remontez vers l'intérieur. Ah, bon, là, on va le faire 3 fois, mais si vous avez envie, vous faites plus. Les pieds, la plante des pieds, donc, là, c'est pareil, pour stimuler, juste vous tapez sur la plante de vos pieds. Et puis, votre pied. Alors, c'est vrai, je n'ai pas l'habitude de faire ça en regardant une caméra, excusez-moi. C'est un peu nouveau pour moi. Puis, il nous reste les bras.
Donc, vous partez en fait. Alors, vous voyez, ça, c'est une séquence où si vous décidez, tant que vous êtes en haut, de faire les bras puis de passer aux jambes ensuite, il n'y a pas de souci. Hein. Vous adaptez en fonction de ce qui vous convient. Donc, vous tapez les bras, donc vous passez par l'intérieur jusqu'à la main, puis vous remontez par l'extérieur jusqu'à l'épaule. Vous en profitez pour bien détendre les trapèzes. Alors, soit avec le plat de la main, toujours pareil, soit avec donc, le poing fermé, mais avec un poignet souple pour ne pas vous faire mal. Là, sur les trapèzes, en général, ça fait du bien, on a besoin. Et vous passez de l'autre côté. Bon, là aussi, je le fais 3 fois, à vous de voir ce qui vous convient. En général 3 fois, parce que bon, le premier passage, hop, on prépare, on va dire, le corps. Deuxième passage, on peut éventuellement faire un petit peu plus fort pour défendre un petit peu plus. Et puis, le troisième, pour affiner les sensations. Dernière chose, donc, vous pouvez aussi, si vous êtes le matin, vous voulez vous réveiller, hein, ça fait toujours du bien, ça stimule. Hein. Et puis, vous pouvez tapoter la tête. Donc, vous pouvez tapoter avec le bout des doigts. Là, pareil, hein, toujours très souple, hein, au centre du crâne. Hein, vous faites pas mal. Ou alors avec les poings, mais là aussi, hein, léger. Hein. Ce sont les vibrations, en fait, qui comptent. Hein, il ne s'agit pas de cogner. Voilà pour la séquence. Donc là, vous avez balayé l'ensemble du corps. Vous avez stimulé. Donc, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez faire au réveil, au moment de la douche. Pardon. Donc, moi, j'avais une question, c'est de savoir comment vous vous sentez, du coup, après ça. Eh ben, réchauffé pour ma part, parce qu'il commence à faire froid ici à La Réunion et du coup, ça fait du bien et on sent effectivement un peu plus son corps. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui active. Hein. Quand vous avez des mouvements comme ça de percussion, c'est quelque chose qui va stimuler. Alors, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'avec des simples mains, vous pouvez à la fois avoir un effet soit calmant, soit stimulant. Donc, ça, c'est quand même assez riche aussi comme technique. Donc là, effectivement, sur des percussions comme ça, vous allez plutôt avoir un effet énergisant et puis ça peut vous réchauffer. Donc oui, quand vous avez froid, quand vous êtes fatigué ou pour démarrer votre journée le matin, bon, c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, là, j'ai pas passé. Donc bon, comme ça, vous aurez les planches, vous aurez l'ensemble de la liste. Hein. Alors évidemment, ça c'est une base et puis rien n'empêche que vous allez trouver un exercice qui vous plaît, vous le rajoutez. Bon, voilà. Donc je reviens à mon côté énergicienne. Donc voilà, c'est ça. Ce que je fais, c'est ça, c'est de partager avec vous des outils que je peux trouver, que je peux piocher finalement dans différentes pratiques techniques. Et partager ça, essayer de faire en sorte que ce soit simple. Ça, je tiens beaucoup à cet aspect-là parce que ce soit simple et abordable. Parce que quand on se préoccupe d'énergie, de toute façon, vous pouvez être sûr que si c'est compliqué, ça ne marche pas. Donc, et ce qui est étonnant aussi avec toutes les pratiques énergétiques, c'est que plus c'est simple, plus c'est efficace. Donc là, c'est quand même un bon point de repère. Donc, quand vous avez quelque chose à choisir, faites simple, c'est toujours beaucoup mieux. Et donc, ma façon de partager, ça va être comme aujourd'hui, de faire des conférences hein, présentielles, distancielles, faire des ateliers, et puis aussi faire des livres. Alors, j'ai mis aussi les livres que j'ai écrits pour mon travail, parce que pour vous montrer que c'est pas pour de faux. J'ai vraiment écrit des livres et ça m'intéresse. Et parce que je pense que c'est Jung hein, qui disait que plutôt chercher d'être quelqu'un de parfait, il valait mieux chercher d'être quelqu'un de complet. Et effectivement, on va dire ma complétude, je la trouve avec les 3 piliers que je vous ai dit en introduction, à savoir le côté scientifique hein, qui reste aussi dans ma démarche énergétique, le côté arts martiaux qui reste aussi. Je vous expliquerai pourquoi, c'est important aussi dans le massage. Et puis donc le côté donc, pratique énergétique.
Donc, ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui sont les livres, donc, et notamment le livre sur le massage. J'ai aussi écrit un livre, Guérir par l'énergie, également chez Erol, qui a bien marché, et donc il va y avoir une 3e édition qui sort au début juillet. Malheureusement, ils en profitent pour augmenter le prix, mais bon, parce que normalement, les 2 ouvrages étaient à 10 euros, donc pour pouvoir continuer à faire quelque chose d'accessible à tous. Et puis, la différence, le massage, il se focalise plus sur le côté, on va dire, physique du toucher. Et puis, guérir par énergie, c'est plus l'aspect énergétique du toucher. Sachant que l'un ne va pas sans l'autre et que quand vous touchez quelqu'un, bah forcément, il y a des choses qui se passent au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique. Donc, je ne dis pas que ce sont des choses différentes, je dis que vous ne pouvez pas tout mettre dans un seul livre. Et puis, fort de ça aussi, et compte tenu de ma démarche, j'ai aussi fait un livre sur, donc, qui est en auto-édition, pour une écologie de la guérison. Comme je vous dis, bah, c'est pour retracer un petit peu cette approche pragmatique en donnant non pas là des outils, mais plutôt comment mettre en place son propre processus finalement de guérison. Et puis bon, les outils ne sont que des moyens, et le plus important, ça reste quand même la démarche. Et voilà. Donc, ce qu'on va voir plutôt aujourd'hui, du coup, c'est autour du massage. Donc, évidemment, là, mon intervention, elle est limitée dans le temps, bon, même si je suis très, très bavarde, hein, parce que ça, c'est mon côté prof. Je ne vais pas vous donner tous les éléments, donc j'espère que vous en trouverez d'autres si vous le souhaitez dans le livre. Notamment, alors j'avais écrit ce livre, c'est quand j'étais en formation, notamment en formation de shiatsu. J'avais été très surprise en fait on avait des théories sur le côté médecine traditionnelle chinoise, mais finalement assez peu d'informations sur ce qu'était le toucher, la peau. Et donc en fin de formation, en 4e année, on nous demande de faire un mémoire. Et puis donc mon mémoire, je l'avais fait sur effectivement ce que j'appelais le toucher conscient, c'est-à-dire comment on met de la conscience dans notre toucher, parce que ça me paraissait important à la fois de regarder un petit peu l'état de la recherche sur le toucher, et puis de pouvoir dégager un certain nombre de règles, on va dire, éthiques sur comment toucher l'autre, et en quoi c'était important. Donc là, le fait de masser, visiblement, vous êtes déjà initié au massage, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de naturel pour tout le monde. Il y a même des gens qui ont la phobie du toucher, hein, ça existe. Et puis, malheureusement, avec la période qu'on vit, ça ne s'arrange pas. Et donc, la meilleure façon d'apprendre à masser, c'est déjà de commencer par l'automassage et de connaître déjà son propre corps, et puis de tester aussi les techniques sur soi. C'est plutôt pas mal avant de les tester sur les autres. Donc c'est pour ça que je démarre par cet aspect-là, en sachant que c'est en plus pour la conférence, c'est plus facile à montrer sur moi que bon, mais par exemple dans l'ouvrage, je mets aussi des séquences à faire à deux, hein. Donc si vous avez des cobayes, c'est bien, profitez-en, testez des choses, hein. C'est ça qui est chouette quand on est en formation de massage, c'est que on masse, mais on est massé aussi. Donc en fait, on se fait du bien toute la journée, c'est quand même plutôt positif. Donc le toucher, donc comme je dis, ça m'intéressait de faire un focus sur le toucher parce que à l'époque, donc j'ai écrit le livre en 2016, je crois. Donc voilà, 2014-2015, j'ai commencé à faire mes recherches sur le toucher. Il n'y avait pas grand-chose, il faut bien le dire. Autant il y a énormément d'études sur la vue, l'odorat, le goût. Le toucher, c'est quand même assez peu étudié par les chercheurs, hein. Là, je prends ma casquette de scientifique, et j'étais très surprise de ça. Et les premières études vraiment sérieuses sur le toucher ont commencé en 2010. Alors, je me suis demandé pourquoi. Et puis, d'ailleurs, si vous allez regarder sur un moteur de recherche, vous tapez tactile, vous verrez que vous allez tomber sur écran tactile, enfin voilà, des notions très technologiques. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'humains là-dedans. Alors, pourquoi les chercheurs ont commencé à s'intéresser finalement au toucher? C'est parce que quand ils se sont intéressés aux environnements virtuels, hein, ils sont sortis donc des casques de réalité virtuelle, et ils ont fait des environnements de plus en plus élaborés.
Et donc, au niveau de la vue, ça allait, mais ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas, finalement, à tromper le cerveau, parce qu'effectivement, ce qui nous donne conscience de la réalité, ce qui nous donne prise avec les réalités, c'est le toucher. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à sortir les fameux gants, hein, de réalité virtuelle. Et donc, il y a eu des études qui ont commencé à sortir, puis en même temps, ben, les écrans tactiles sont arrivés, etc. Donc, il y a eu quelques études. Mais alors que le toucher, c'est quelque chose, c'est un sens qui est vraiment, donc qui est chez les humains, mais en fait qui est universel, parce que les plantes, elles réagissent, hein, en fonction du toucher. Donc certaines de manière très, très visible, d'autres qui c'est à l'échelle de temps un petit peu plus lent, mais de toute façon, elles vont en fonction de ce qu'elles rencontrent, des obstacles. Voilà, dans mon jardin, j'ai un chèvrefeuille, c'est hallucinant de voir, une glycine, hallucinant de voir comment ils vont se faufiler, effectivement, et c'est en fonction des obstacles qu'ils rencontrent, qui vont réagir et qui vont grandir. Mais si vous prenez aussi les mollusques, hein, l'huître, le principe de l'huître, effectivement, si l'huître a un sens, c'est bien le toucher, c'est le contact, quand elle se rétracte au moment du contact. Donc en fait, tous les organismes, tous les êtres vivants, une simple cellule aussi va réagir au toucher. Et tous les êtres vivants sont sensibles au toucher. Et les mammifères, hein, peut-être encore plus que les autres. Et donc, c'est là où c'est intéressant, effectivement, c'est cette universalité du toucher, parce que pour les autres sens, c'est pas vrai. La deuxième particularité du toucher, c'est que c'est le seul de nos sens qui est réciproque. C'est-à-dire, je ne peux pas toucher quelqu'un sans être touché. Et ça, c'est fondamental, parce que ça veut dire que quand je vais vous parler des bienfaits de l'automassage, ou des bienfaits du massage, c'est-à-dire quand je masse quelqu'un, je lui fais du bien, mais comme je le touche et je suis touchée en même temps, tous les bienfaits dont je vous parle, le masseur en profite. Et donc, c'est génial d'être un masseur, parce qu'en fait, non seulement on fait du bien, mais on se fait du bien en même temps. C'est fantastique. Donc, pourquoi on s'en prive, honnêtement? Donc, là, ça, on commence à se dire, ah oui, ça peut être pas mal. Et malheureusement, effectivement, c'est universel aussi, parce que c'est le premier sens qui arrive chez le fœtus, hein. Donc là, c'est assez connu, le fait qu'il suce son pouce pour se calmer, notamment pour se rassurer, c'est quelque chose qui reste longtemps. On connaît aussi l'importance du toucher, donc dans la croissance des enfants, et c'est-à-dire dans leur croissance physique, mais psychique aussi, hein, dans leur construction. On l'avait vu avec les enfants qui étaient dans les orphelinats roumains, c'était une catastrophe parce qu'ils étaient laissés à l'abandon. Et donc le manque de toucher, de lien, justement, avait généré non seulement des carences physiques, mais effectivement des défaillances intellectuelles également. Donc on est des êtres sociaux, et ce lien social, il se matérialise majoritairement par ce sens qu'est le toucher. Et puis aussi avec notamment les personnes âgées. Alors, les personnes âgées, les personnes en fin de vie. Donc moi, j'ai été amenée à accompagner une personne en fin de vie qui perdait progressivement toutes ses fonctions cognitives, hein, les unes après les autres. Le dernier qui est resté, c'était ce sens du toucher, effectivement. Donc c'est vrai que quand les personnes vieillissent, quand on vieillit, voilà, il y en a des lunettes, la vue qui baisse, effectivement, on perd l'odorat, on perd le goût. Mais le toucher reste là. Il reste là pour communiquer. Et souvent, d'ailleurs, quand on a des personnes qui sont très malades ou en fin de vie, pour les accompagner, on n'a pas de mots, hein. C'est difficile. Et justement, le toucher peut être là pour remettre du dialogue, pour remettre du contact, là où on ne sait plus faire finalement, parce que soit la personne ne peut pas, soit avec l'émotion, on ne sait pas faire. Malheureusement, on est dans une société où les personnes qui ont le plus besoin d'être touchées le sont le moins. C'est-à-dire que je pense notamment donc justement aux personnes en fin de vie, aux personnes malades, aux personnes âgées, hein, une peau fripée, on n'a pas envie de la toucher, alors que comme les personnes âgées ont une peau plus sensible, hein, que les autres, donc ça leur fait encore plus de bien. Je pense aux personnes handicapées aussi, handicapées physiques ou intellectuelles.
Et en fait, bon, il y a énormément d'études qui montrent tous les bienfaits. Notamment, il y a une étude intéressante, je trouvais, ils ont pris donc 3 groupes de personnes âgées. Donc le premier groupe, il était un groupe témoin, donc ils n'ont rien fait. Le deuxième, ils les ont massés. Donc, ils ont été massés. Et le troisième groupe, les personnes âgées massaient des bébés. Et donc, ils ont mesuré en fait donc les signes de vieillissement donc physique et intellectuel. Et c'était le groupe qui massait les bébés qui en tirait le plus de bienfaits. C'est-à-dire que à la fois, comme je le disais tout à l'heure, il y avait le bienfait du massage, mais il y avait aussi le fait de s'occuper de quelqu'un. Et ça, c'était fondamental. Donc, c'est important. Et donc, on est dans une société où on se touche de moins en moins. Alors là, pour le coup, depuis 2 ans, c'est vrai que mon livre, il date un peu. Si je devais faire une nouvelle édition, il y aurait quand même beaucoup de choses à dire sur les effets de l'absence du toucher. Je pense qu'on ne mesure pas encore complètement l'impact de la crise qu'on est en train de vivre, puisque ce n'est pas forcément fini. Il y a eu quand même des mouvements de type les câlins gratuits, les fameux câlins gratuits, là, ça date de 2004, parce qu'effectivement, on sent qu'on est dans une société où on est hyper connecté, et plus on est connecté, moins on se touche réellement, en vrai, IRL, comme ils disent. Du coup. Et c'est dramatique parce que les écrans, comme on dit, ça va pas remplacer, ça va pas avoir les mêmes effets physiologiques et psychologiques que le toucher. Donc, pour ça, universel et méconnu parce que c'est un outil qui est simple, qui est abordable, qui est accessible à tous, qui est naturel, qui fait des merveilles. Et pourtant, eh bien, on s'en coupe de plus en plus. Et c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait des événements comme ce soir pour en reparler, pour partager autour de cet outil qui est formidable. Et donc, le massage, c'est une vieille histoire. Et donc, comme je disais, c'est universel. Et les traces, alors, c'est les traces parce que, bon, il est probable que les gens se touchaient, se massaient bien avant. Mais les traces historiques qu'on a, c'est tout d'abord la médecine ayurvédique, donc en Inde, donc il y a 6000 ans. Donc là, qui était quand même relativement codifié. On est sur des massages qui sont je ne vais pas forcément distinguer toutes les techniques de massage, mais plutôt des massages à l'huile, qui se font à même la peau. On a des traces aussi donc, en Égypte ancienne, ici, sur la réflexologie. Donc, il y a des traités sur des papyrus, réflexologie plantaire et puis palmaire, vous voyez, donc c'est pas tout jeune non plus. Et puis, bon, à la même époque, on avait aussi des traités de réflexologie en Chine. Et puis, on a les techniques de shiatsu, donc plutôt acupression, donc avec les doigts, mais enfin toutes les parties du corps, puisque là, vous voyez, typiquement, c'est avec un coude. Donc là, c'est pareil, ça a 4000 ans. Et puis, tout ce qui est thaï, massage thaï, donc là aussi, avec des codifications. Donc là, ce qui est représenté, ce sont les fameux sen, donc qui sont à peu près similaires à ce qu'on peut trouver ce qu'on qualifie de méridien en médecine traditionnelle chinoise. Donc, toutes ces techniques-là, vous voyez, on en trouve trace partout. Alors, évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'est juste un petit panel de ce qu'on trouve. Et puis, on va dire les principaux courants de massage qu'on peut trouver. Mais donc, c'est bien universel, effectivement. Et puis, comme le corps humain, là aussi, on va dire que les aspects, les contraintes il n'a pas évolué dernièrement et on a un corps à peu près similaire, quel que soit sur la planète. Donc, les techniques de massage ont des points communs très forts. Quand on regarde un petit peu, on peut en dégager effectivement des points convergents qui permettent justement d'élaborer sa propre synthèse. Alors, côté occidental, c'est là où ça se corse un petit peu parce qu'effectivement, on s'est coupé de ces aspects-là. Alors, il y a des traces de massage. Donc là, c'est un bas-relief grec. Dans les termes, il y avait du massage. Et puis, chez les Romains aussi, Galien, qui était médecin des gladiateurs notamment,
il préconisait, il a codifié certaines techniques de massage. Alors oui, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un lien entre les arts martiaux et le massage. On le retrouve justement dans toutes les approches. Alors bon, c'est vrai qu'au début, moi, quand je me suis orientée des arts martiaux vers le massage, j'ai trouvé ça, bon, enfin après ma vie était comme ça, bon, donc, mais je trouvais ça étrange. Et puis finalement, en lisant, en rencontrant des gens, je me suis rendu compte que non, non, les liens sont très forts pour devenir originels, puisque finalement, je prends juste l'exemple du massage thaï, il est lié à la boxe thaï, qui est bien connu, donc sport de combat quand même assez exigeant. Le shiatsu est lié, par exemple, à toutes les techniques japonaises, notamment le karaté. Donc là, je parlais, donc chez les Romains, bah, c'était les gladiateurs qui se faisaient masser. Donc en fait, bon, à chaque fois qu'on va chercher à avoir des performances physiques, bah, on va forcément chercher à entretenir le corps au meilleur de ses possibilités. Et bon, bah, chez nous, tout ce qui est grands sportifs, évidemment, là aussi se font masser. Donc, alors l'autre point commun, je vais dire, entre les arts martiaux et le massage que je vois, c'est que quand vous pratiquez les arts martiaux, vous développez un regard sur l'autre, hein, une forme d'écoute, hein, et pour essayer de déterminer, quand c'est dans la notion de combat, vous allez essayer de trouver ses points faibles pour évidemment les utiliser et prendre le dessus. Quand vous êtes en massage, finalement, vous avez la même lecture du corps, la même écoute, hein, simplement vous n'allez pas en faire la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir prendre le dessus, bah, au contraire, vous allez repérer effectivement les déséquilibres de la personne, ses points faibles, pour le réaligner, le réharmoniser. Donc, en fait, la vision du corps, la lecture du corps que vous pouvez avoir, elle est tout à fait similaire. L'intention est quand même un petit peu différente, a priori. Par contre, effectivement, dans les deux types de pratiques aussi, et c'est important, vous avez un cadre formel, une éthique, un respect à développer. Et ça, c'est fondamental dans la culture, enfin, dans votre pratique du massage. Et bon, je ne sais pas si on aura le temps d'échanger sur ces aspects-là, mais effectivement, ça n'est pas toujours le cas. Mais par contre, c'est important parce que comme vous touchez au corps de l'autre ou à votre propre corps, c'est important de ne pas le faire n'importe comment. Donc, si je reprends le lien avec l'histoire, on avait des choses jusque avec les Grecs et les Romains, et puis après, et bien plus rien, parce que dans toute la période du Moyen Âge, il y a eu, on va dire, bon, la religion chrétienne qui est passée par là, et le toucher a quand même été enfin, mis à l'écart, suspecté on va dire, je ne suis pas de culture chrétienne, hein, c'est pour ça que je cherche un petit peu mes mots, je ne veux pas vexer des gens. Mais en tout cas, ça n'a pas favorisé, on va dire, le contact. Et ça a mis à l'écart beaucoup de choses, et notamment dans ce sens du toucher. Et c'est revenu assez tardivement. À partir on va dire du 18e, on a commencé à voir apparaître des notions de massage. Et donc, le chemin est long pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais j'ai pris ces images parce que je les trouvais intéressantes, parce que finalement, on se retrouvait dans trois mêmes postures à des époques différentes. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, on a quand même des invariants dans la notion de massage, et que ce qui va changer un petit peu, ça va être l'environnement culturel. Et puis, comme je disais, vous allez avoir une lecture du corps. Quelle interprétation vous en faites? Eh bien, soit vous faites une interprétation en fonction de la médecine ayurvédique, soit vous le faites à partir de la médecine traditionnelle chinoise, soit à partir pourquoi pas, de techniques chamaniques ou autres. Enfin voilà, ça peut être très varié. Mais tout ça, ça reste qu'une interprétation. On va dire les techniques de massage en elles-mêmes, comment je touche l'autre, finalement, ça reste assez commun. Donc, on retrouve des choses tout à fait similaires dans le massage thaï, dans le massage ayurvédique, dans les techniques de shiatsu. Voilà, donc évidemment, nous, ça nous rassure de dire on pratique d'une certaine façon, avec un certain cadre.
Mais là aussi, tout à fait comme dans les arts martiaux, à un moment, faut arriver à s'extraire du cadre pour développer sa pratique personnelle et se servir évidemment de ce qu'on a appris, l'intégrer, mais aussi y ajouter ce que nous, on peut développer aussi en fonction de ce qu'on acquiert, de l'expérience qu'on peut avoir. Voilà un petit peu pour le côté historique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces aspects-là, mais bon. Et donc là, je vous ai listé les bienfaits physiques du massage. Alors, il n'y a pas que des bienfaits physiques, il y a évidemment des bienfaits émotionnels, psychologiques. Donc là, j'avais listé donc, à l'époque toutes les études que j'avais trouvées. Donc c'est un petit peu vieux, parce que je dis, le livre, il date donc il était sorti en 2016. Donc les études que j'avais trouvées qui attestaient finalement d'un bienfait physique du massage. Mais bon, déjà rien qu'avec ça, ça fait envie parce qu'effectivement, il y a des aspects de réduction du stress, de relaxation, de réduction de la tension musculaire, de récupération. Bon, je ne vais pas vous faire la liste. Ça améliore la circulation, ça améliore l'équilibre, ça améliore la tension. Voilà. Donc, ça améliore aussi la cicatrisation. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce qu'effectivement, on dit souvent qu'il faut masser une cicatrice, mais donc on récupère mieux. Et puis, il y a un aspect effectivement de guérison, puis il y a un aspect préventif aussi. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de se maintenir en forme. Hein. C'est pas uniquement de récupérer quand il y a eu quelque chose. Enfin, c'est important de récupérer quand il y a eu quelque chose, mais c'est surtout important de se préoccuper de son bien-être quand on va bien, pour continuer à l'entretenir et commencer à mettre en place des bons réflexes pour justement, lorsqu'il y a un petit peu des équilibres qui arrivent, dérives, on puisse se remettre en équilibre en douceur. Donc, vous voyez que les bénéfices sont nombreux et depuis, il y a régulièrement des études qui sortent, il y a régulièrement des articles aussi dans des revues de bien-être qui montrent tous les bienfaits. Alors, autant il y a une dizaine d'années, c'était un peu compliqué, autant maintenant, c'est assez couramment acquis quand même que le massage crée des bienfaits. Là-dessus, les choses ont évolué dans notre société tout de même. Alors après, c'est effectivement, bon, une fois qu'on est convaincu que ça fait du bien, comment on fait comment on fait donc, comme je vous le disais, il y a plein de techniques différentes. Donc, moi, je ne vais pas vous faire un catalogue de techniques. Alors, dans mon livre, je mets un peu les différentes techniques qui peuvent exister. J'avais répertorié à l'époque 80 techniques de massage différentes. D'accord. Donc 80, sachant qu'en plus, tous les 4 matins, quelqu'un invente une nouvelle technique, mais qui ressemble quand même à des choses qui existaient déjà, mais bon, c'est sa propre. Voilà, chacun peut développer sa propre synthèse et dire j'ai inventé une nouvelle technique. En fait, on n'a pas inventé une nouvelle technique, on pratique juste à sa façon. Et puis après, si vous voulez déposer votre façon en disant c'est comme ça qu'il faut faire pas autrement, ça vous regarde. Mais bon, chacun, normalement, est à même de développer sa propre technique. Donc, j'avais là aussi cherché un petit peu des façons de catégoriser les types de toucher et techniques de massage en regardant, par exemple, ici c'est la pression, mais vous avez effectivement, il n'y a pas que la pression, il va y avoir la vitesse, parce que le toucher c'est formidable en fait, vous avez, suivant pour la même action, vous pouvez avoir un effet calmant, un effet stimulant, parce que suivant la pression que vous allez exercer, alors là je n'ai pas le temps de le détailler, mais il y a tellement de capteurs dans la peau, c'est assez énorme que suivant si vous appuyez fort ou vous appuyez légèrement, vous n'allez pas stimuler les mêmes capteurs. Donc, ça n'aura pas les mêmes effets sur le corps. Donc, ça, c'est quand même assez riche. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder un petit peu ces différents capteurs pour comprendre aussi en quoi ils sont reliés à des actions sur le corps. Et donc, vous voyez, des pressions douces, alors on trouve suivant les ouvrages, parce qu'évidemment, vous pouvez aller. Alors, à quel moment commence le toucher, le contact? C'est aussi une bonne question, parce que est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment effectivement que ma main soit posée sur l'autre pour qu'il se passe quelque chose? Il y a plein de techniques où, quand on est juste un petit peu au-dessus, on sent déjà des choses. Hein. Si vous amusez à passer votre main, ne serait-ce que sur votre propre corps, vous passez vos mains comme ça devant vous.
Et donc, vous allez sentir des choses, vous allez sentir des zones qui vont être plus ou moins froides, plus ou moins chaudes, ou plus ou moins tendues, plus ou moins denses. Ben, donc voilà, ça sont aussi des techniques énergétiques. Bon, ben, le toucher énergétique est aussi une forme de toucher. Donc, à quel moment je touche l'autre, hein? Quand on a tous eu cette expérience-là, quelqu'un qui vient nous parler d'un petit peu trop près, qui rentre vraiment dans notre bulle, hein, et qui s'impose parce que culturellement, on n'a pas forcément les mêmes distances, hein. Bah déjà, ça commence à être une forme de toucher, une forme de lien de relation. Donc voilà. Bon, là, on est dans le cadre du massage, donc on va dire qu'a priori, il y a contact. Donc, vous voyez, avant, on peut avoir des formes de toucher de type bioplasma, donc c'est quand on est vraiment à distance, et puis polarisé. Polarisé, c'est qu'on va utiliser les deux mains, par exemple, autour de, je sais pas, par exemple, autour d'un genou, autour d'un coude, pour atténuer de la douleur, par exemple. Donc, bah, le contact en lui-même, l'effleurement, des choses qui peuvent être de l'ordre aussi de la caresse, hein, parce que bon, là, on parle de massage, mais bon, le toucher peut aussi se décliner dans ces aspects-là, qui sont quand même puissants également, et puis des vibrations. Et puis après, on va aller vers des choses un petit peu plus intenses en termes de pression, des frictions, oscillations, étirements, pétrissage, palpé roulé. Vous savez, le palpé roulé, là, c'est vraiment ce que vous pouvez faire là au niveau des trapèzes pour les détendre. Et puis, on a fait en tout début, là, les aspects percussion, et puis faire des cercles, hein, ce qu'on a fait. Donc là, on est sur des pressions un petit peu plus fortes, c'est pour ça que c'est plus stimulant. Ça va augmenter votre niveau d'énergie, alors que les pressions douces et les pressions modérées vont avoir plutôt un effet calmant. Et puis, bah, vous pouvez évidemment augmenter votre pression en fonction parce que bah, on masse avec l'ensemble de son corps, hein, c'est assez vrai notamment dans les massages thaï, massage shiatsu. On peut masser donc avec bah, évidemment ses doigts, sa paume, son coude, son avant-bras, son genou, son pied, enfin voilà. Donc vous pouvez utiliser toutes les parties de votre corps, hein, pour masser l'autre. Et donc, évidemment, suivant la partie du corps que vous allez utiliser, vous aurez des pressions plus ou moins fortes. Et c'est ça qu'il va falloir ajuster, par exemple, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous la même approche de la douleur, de notre corps, du massage. Hein, quand on est très habitué quand on est massé régulièrement, effectivement, bon, bah, la personne peut mettre le coude sur une tension musculaire. Bon, on aura l'habitude de l'accueillir, de l'accepter. Et puis quelqu'un qui a pas l'habitude ou qui est malade, qui est fragile, évidemment, vous n'allez pas attaquer avec le coude. Donc, quand vous allez aborder quelqu'un, a priori, si vous ne savez pas comment le toucher, bah, vous y allez d'abord doucement. Enfin, ça paraît un peu assez du bon sens, ce que je viens de dire, mais bon, c'est quand même assez logique. Donc, si vous avez surtout quelqu'un qui, par exemple, a une douleur, je prends par exemple quelqu'un qui aurait mal à l'épaule droite. Donc quelqu'un va voir parce qu'il a mal à l'épaule droite. Donc ce qui peut être intéressant à faire, c'est de commencer par travailler sur l'épaule gauche. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, il faut travailler sur l'épaule droite. Mais non, parce qu'en fait, en travaillant sur l'épaule gauche, vous allez donner l'information à son corps, parce que l'épaule droite, comme il a mal, ben forcément, il est crispé. Donc si vous commencez à attaquer direct, ça va le crisper encore plus, ça risque d'être douloureux. En donnant l'information à son corps côté épaule gauche, déjà, il va être rassuré parce qu'il va voir ce que vous êtes en train de faire à son épaule gauche, il va commencer à se détendre, et puis par un effet miroir, parce que notre corps, ça communique quand même, hein, entre droite et gauche, ça va commencer à agir aussi sur l'épaule droite, et à ce moment-là, ce sera un peu plus détendu, et vous allez pouvoir effectivement œuvrer plus tranquillement, et aller peut-être plus en profondeur à ce moment-là sur l'épaule droite. Donc évidemment, je ne suis pas en train de vous donner une règle, hein, parce que chaque être humain est différent. Comme je dis, on a tous un rapport différent à notre corps, à la douleur. Donc tout ça, ça va nécessiter beaucoup d'écoute de l'autre, d'être aussi, de dire clairement à l'autre, il faut que ce soit le contrat de départ. Dire, alors moi, je dis souvent aux gens que je masse, il ne s'agit pas d'attendre d'avoir mal, dès que c'est désagréable, vous me le dites. Parce que le but n'est pas d'avoir mal. Moi, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui me dise « Ah mais non, mais moi on m'a dit que le shiatsu c'était normal d'avoir mal ». Non, c'est pas normal. Quelqu'un qui pratique comme ça, ça m'interroge. Non, c'est pas normal d'avoir mal. Alors après, effectivement, moi quand je masse des grands sportifs,
ils n'ont pas le même rapport à la douleur quand je massais une amie qui était atteinte du cancer. Je ne vais pas évidemment aborder le corps de cette personne de la même façon. Et puis certaines personnes, effectivement, n'ont pas de mal à dire qu'ils ont mal, et d'autres, ce sera plus délicat. Donc tout ça, c'est quelque chose d'humain, donc c'est de l'ordre de la rencontre, du dialogue, de la confiance, parce que quand quelqu'un vous confie son corps pour être massé, c'est un acte de confiance. Donc évidemment, ça doit se faire avec beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, et ne pas hésiter à dire à l'autre, bon ben voilà, il faut le signaler. Il faut le signaler dès qu'il y a un inconfort. Alors après, il existe ce qu'on appelle la douleur bienvenue. On le sait tous, hein, parfois, effectivement, quand on a des tensions musculaires, faut aller chercher pour pouvoir relâcher. Mais ça va se faire en connivence, quoi. C'est là où il y aura un dialogue et de la complicité, et la personne, on va la sentir réagir. Et à ce moment-là, on interroge, on dit, est-ce que je vais plus loin? Et c'est la personne qui choisit d'aller plus loin ou pas. Parce que quand on va toucher l'autre, on va effectivement à la fois appuyer à des endroits où ça fait mal, faire prendre conscience à l'autre qu'il a mal à ces endroits, parce qu'il ne l'avait pas forcément conscience, parce que on est très fort pour intégrer nos douleurs et vivre avec, mais ça peut aussi réveiller des charges émotionnelles intenses, parce que, alors, là, effectivement, ça ramène à ce que je disais tout à l'heure, le fait que c'est notre premier sens, hein, et donc que notre peau, c'est quand même l'organe le plus étendu du corps, et on peut avoir une charge émotionnelle qui est venue effectivement s'imprimer dans notre corps, qui est là, qui existe, et avec certains types de touchés, dans certaines situations, quand la personne est prête, etc., peut y avoir effectivement des charges émotionnelles qui arrivent, et donc ça aussi, il faut le respecter, parce que ça fait partie de l'histoire de l'individu. Donc quand on va toucher quelqu'un, effectivement, on ne le touche pas uniquement physiquement, on va venir toucher aussi à son histoire, et donc c'est pas anodin. C'est pour ça que je dis souvent que masser quelqu'un, c'est un acte sacré. C'est pour ça que dans beaucoup de ces pratiques historiques, il y a des rituels, voilà, ça ne se fait pas n'importe comment. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas se faire. Ça ne se fait pas n'importe comment, dans le sens où ça ne se fait pas avec n'importe quel état d'esprit. Par contre, ça peut se faire n'importe où, dans n'importe quelle condition, enfin, avec n'importe qui, sous réserve que la personne soit consentante, bien évidemment. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue sur ces aspects-là, mais si ça vous intéresse, à la fin, on pourra aussi éventuellement en reparler. Et donc, puisque j'ai beaucoup parlé, maintenant, on va pratiquer. Donc, pour notre outil quand même majeur, parce que même si on peut masser avec l'ensemble du corps, l'outil principal, c'est quand même nos mains. Et là aussi, c'est quand même un outil fabuleux. Donc, en tant que masseur, c'est bien d'entretenir ses mains. Donc, si on doit faire des automassages, vous pouvez déjà commencer par faire un automassage des mains. Et bien, je vais arrêter pour se concentrer. Donc, les mains, en fait, ça va, vous me voyez bien? Oui, oui. D'accord. Non, parce que si vous ne voyez pas mes mains, ça va être compliqué. Et donc les mains sont des antennes, en fait. Quand je disais juste avant qu'on doit écouter l'autre, on l'écoute. Alors évidemment, on l'écoute avec l'ensemble de notre corps, parce que l'autre peut se manifester, notamment sa gêne ou sa douleur, par des sons, par des mouvements. Mais mon principal élément d'écoute, évidemment, mes antennes, ce sont mes mains, ce sont mes doigts, et je les entretiens. Et ce qui est fabuleux, c'est que plus je vais pratiquer, plus je vais développer mon sens du toucher. Et donc, rien que le fait de faire ça, déjà, ça a plein de vertus, parce que nos mains ont énormément de terminaisons nerveuses, et ce sont nos doigts, hein, qui ont le plus de terminaisons nerveuses dans le cerveau par rapport à toutes les zones de notre corps. Et donc, rien de faire ça, déjà,
vous donnez des informations à votre cerveau, vous stimulez votre cerveau. Il y a une pratique assez intéressante, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les mudras, ce qu'on appelle les mudras. Ce sont le mudra le plus connu, c'est celui-ci en yoga. Ce sont des postures en fait des doigts et qui sont là aussi pour activer en fait certaines énergies, donc certaines terminaisons nerveuses, et qui sont réputées pour avoir des influences intéressantes pour le corps. C'est assez facile à pratiquer. Alors l'intérêt aussi de l'automassage des mains, c'est que vous pouvez le faire à peu près partout. Vous pouvez le faire en transport, vous pouvez le faire même en réunion. Vous mettez vos mains sous la table et vous faites ça discrètement. Je ne vous parle même pas du télétravail où là, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez en profiter pour faire un petit moment, un rituel un peu pour vous, un peu sympathique. Et puis pourquoi pas vous choisir une huile dont vous aimez bien la texture, l'odeur, parce que le côté aussi odorat, il va ouvrir, il va stimuler, il va vous faire du bien. L'odorat aussi, c'est quand même un sens un peu méconnu, donc autant en profiter pour l'utiliser également. Donc la première chose, c'est déjà d'activer un petit peu vos mains, donc juste ouvrir et fermer comme ça, les doigts, déjà rien que comme ça. Ça, c'est un bon échauffement si vous voulez masser, par exemple, donc d'activer un petit peu vos mains, comme ça, pour faire circuler un peu les choses. Secouer éventuellement pour assouplir aussi les poignets, parce qu'on l'a vu. Alors évidemment, la main qui masse, elle doit être disponible, elle doit être souple, elle ne doit pas être raide. Et le poignet également, c'est important. Alors, tout le corps doit être évidemment disponible, mais avoir le poignet souple, c'est très important. Vous pouvez en profiter pour mettre un petit peu d'huile, si vous faites ça. Alors le massage des mains, ça a plutôt un effet relaxant en général. Et donc, vous pouvez poser vos mains paume contre paume et puis pousser en fait alors les doigts, soit un par un, si vous arrivez, activer les doigts un par un. Comme ça, c'est un bon exercice aussi pour savoir si on arrive à dissocier les doigts, soit tous ensemble pour décontracter un peu les articulations. Permet de voir un petit peu s'il y a des doigts qui sont plus disponibles que d'autres. Vous pouvez frictionner les poignets, donc quand vous fermez en fait entre pouce majeur, vous prenez votre poignet, puis vous passez comme ça. En même temps, vous bougez le poignet, vous assouplissez. Et puis vous pouvez travailler les points qui sont à la base du poignet. En même temps que vous bougez votre poignet, il y a pas mal de points ici, donc connus pour avoir des différents effets. Alors, je ne vous détaillerai évidemment pas tous les points. En médecine traditionnelle chinoise, il y a plus de 3000 points. Donc, même les acupuncteurs qui font ça toute la journée, ils utilisent à peu près toujours les mêmes points quand même. Là encore, avoir une connaissance savante du corps, c'est une chose. Ça ne fera pas de vous un bon masseur. Alors évidemment, quand on a un point qui est douloureux, ça peut être intéressant d'aller voir à quoi ça correspond, parce que ça vous donne une bonne grille de lecture, toujours amusant. Mais c'est qu'une grille de lecture. Ça ne va jamais remplacer votre ressenti. L'essentiel, c'est ce que vous ressentez. Alors, mais souvent, sur le ressenti, on se trompe rarement. On ne se trompe pas, a priori d'ailleurs. C'est sur l'interprétation qu'on se trompe. Parce qu'on a souvent, on va projeter en fonction de notre culture, de notre histoire, on va projeter alors à la fois pour nous, mais sur les autres aussi. Quand on va masser, on va, comme je disais, on touche l'histoire de la personne, donc on va sentir des choses, forcément. Alors suivant comment on fonctionne, on peut avoir différents types de messages qui nous arrivent. Donc on ressent, c'est évident qu'on va ressentir des choses. Maintenant, on va avoir des façons d'interpréter qui vont correspondre à notre vision du monde et notre histoire. Ce n'est pas forcément l'interprétation correcte pour la personne qui est massée. Donc, ça peut être respectueux aussi de ne pas lui envoyer notre interprétation. Si nécessaire, lui parler de notre ressenti, mais si elle pose la question, ce n'est pas forcément indispensable de tout dire non plus. Parce que quand la personne se fait masser, c'est aussi son propre voyage. Donc, si elle ne vous interroge pas, il n'est pas forcément lieu de lui en parler.
Voilà, vous déliez un peu les poignets. Et puis, donc, vous allez vous occuper des doigts. Donc, vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, bouger les. L'idée, c'est vraiment d'aller bouger chaque phalange, travailler les doigts en rotation et puis en latéral. Donc, là, c'est vraiment quelque chose à faire pour les gens notamment qui font de l'arthrose. Hein. C'est-à-dire vraiment retrouver de la disponibilité, hein. Donc actionner chacune des phalanges et puis masser les articulations. Hein. Il y a des huiles très bonnes aussi pour ça. Puis bon, là très clairement, sur la dernière phalange, effectivement, quand on essaie de la faire bouger un petit peu, parfois on sent, hein, ça coince un petit peu. C'est pas des mouvements qu'on a l'habitude de faire. Et justement, l'avantage de masser, c'est que ça met aussi votre corps en mouvement. Pour pouvoir mettre du mouvement dans le corps de l'autre, il faut que votre corps aussi soit apte à bouger correctement. Alors, vous avez compris le principe, je ne vais pas forcément vous faire tous les doigts comme ça, hein, mais alors vous pouvez à la fin aussi pincer donc les deux de chaque côté de l'ongle, parce que en fait, donc il y a plein de terminaisons nerveuses dans les doigts. C'est pour ça que l'automassage des mains, il fait énormément de bien. Et puis en termes de médecine traditionnelle chinoise, il y a des méridiens qui arrivent ou qui partent. Alors bon, ils arrivent partent sur certains doigts, mais bon, comme vous n'avez pas besoin d'apprendre exactement tous les points, il suffit juste de vous pincer de chaque côté à chaque fois, et puis vous êtes sûr que vous allez les stimuler. Ça, c'est pas très compliqué comme ça. Et puis, vous allez, alors quelque chose qui ne fait pas forcément souvent, on ne pense pas forcément, vous allez en fait masser la peau interdigitale, donc entre les doigts ici, alors suivant si vous avez les doigts palmés ou pas, mais vous avez la peau. Et alors, c'est important de masser cette peau-là, parce qu'on stocke pas mal de stress là-dedans, et vous allez voir que ça détend plutôt pas mal. Donc, d'aller chercher effectivement dans ces zones pour détendre. Alors, ce qu'on est en train de faire pour les mains là, ça peut parfaitement se faire pour les pieds aussi, hein, bien évidemment. Sachant que pour les pieds, on a aussi des terminaisons nerveuses et des méridiens qui arrivent ou qui partent. Voilà, donc supposons qu'on a fait les deux mains, vous pouvez aussi donc caresser le dessus de la main pour aller vraiment chercher ici les zones. Soit comme ça, soit comme ça, vous voyez, comme vous préférez. Vous voyez bien. Et on va passer donc au massage de la paume. Alors évidemment, en réflexologie, donc il y a des réflexologies plantaires, il y a des réflexologies palmaires, il y a aussi de réflexologie auriculaire. Enfin voilà, dans les techniques de massage, en fait, la partie équivaut au tout. Enfin, donc en fait, là, et comme je disais, il y a plein de terminaisons nerveuses qui sont reliées directement à notre cerveau. Donc on peut effectivement stimuler beaucoup de choses en stimulant la paume de la main. Donc, là aussi, ce n'est pas forcément la peine d'apprendre tous les points, mais vous pouvez déjà masser des temps, essayer de faire jouer un petit peu tous les os, essayer de les faire bouger un peu plus naturellement, un peu plus souplement. Et puis donc, masser votre paume. Alors, vous avez un point ici au centre de la paume. Alors, quand vous fermez la main, normalement, vous savez, entre votre majeur et votre annulaire, le point est pile au milieu.
Donc, on appelle 8 mètres cœurs en médecine chinoise. Et en fait, ça correspond à ce qu'on dit le poil dans la main. Quelqu'un qui a un poil dans la main, c'est quelqu'un qui est paresseux. Et bien, en fait, ce point-là, on parlait de stimulation, mais c'est pareil. Si vous appuyez dessus, vous allez faire monter votre énergie. Vous vous réveillez, vous stimulez. C'est quelque chose que j'utilise, par exemple, si je conduis la nuit, je suis fatiguée, bon, je vais par exemple stimuler ce point une fois arrêté, pas pendant que je conduis, bien évidemment. Et donc là, ça redonne un petit peu de peps. Puis vous pouvez masser, donc en tant que masseur, vous allez avoir, en fait, plus vous masserez, plus vous allez avoir les muscles, donc ténard ici, c'est celui qui est au niveau du pouce, hein, vous voyez ici, et hypoténard ici qui vont se développer. Vous voyez, chez moi, bon, ils sont quand même un petit peu charnus, parce qu'effectivement, à force de... Puis c'est pareil, hein, alors bon, moi j'avais déjà les doigts un peu comme ça, hein, avant de masser, hein, mais effectivement, à force de masser, comme il y a des pressions, ça a une action effectivement sur les doigts, hein, bien évidemment. Et donc, vous pouvez détendre, masser ici. Alors là, pareil, vous pouvez faire le fameux palpé roulé, mais avec on va dire en petite échelle, mais pour détendre cette partie-là, parce qu'on a souvent pas mal de tension aussi. Donc, sur le hypoténar. Et puis le ténard aussi. Alors là, vous avez au milieu du muscle ténard, vous avez un point qui peut être douloureux aussi, qui correspond au poumon. Donc là encore, quand vous avez un point qui est délicat, vous n'y allez pas à fond la caisse, hein, vous y allez progressivement. Alors, la façon de travailler vos points, typiquement, vous pouvez commencer déjà par être en contact avec votre point. Alors, ce que je vous dis là, c'est valable pour travailler sur vous, travailler sur les autres. C'est-à-dire, vous posez sur un point. Si vous savez qu'il y a un point qui risque d'être sensible, vous posez déjà le pouce, par exemple, dessus, et puis vous écoutez. Et puis, si tout va bien, alors si vous écoutez bien, en fait, on dit qu'on entend, enfin, on sent le point s'ouvrir, en fait. Et donc, on sent que le corps accepte finalement le doigt, et donc on peut aller un petit peu plus loin. Alors, en général, on fait ça sur l'expiration, parce que le corps va plus facilement s'ouvrir sur l'expiration. Alors, on le fait sur l'expiration du massé. Dans le meilleur des cas, ça peut être sur celle du masseur aussi, mais essentiellement, c'est lorsque donc j'expire, moi, je peux recevoir un petit peu plus loin la pression. Et puis, à ce moment-là, je vais un petit peu plus loin, j'écoute à nouveau, puis là, je sens bien si le corps se bloque, il dit non, c'est bon, et donc, si ça se bloque, je ne vais pas plus loin, j'attends. Alors, parfois, juste en attendant, comme ça, on va sentir que ça s'ouvre à nouveau sur la prochaine expiration, on va un petit peu plus loin à ce moment-là. Et comme ça, on peut travailler progressivement et respectueusement de la personne. Et évidemment, il faut faire la même chose pour vous. Et puis en même temps, si vous sentez qu'un point est tendu, vous pouvez le travailler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens anti-horaire, en énergétique, c'est un effet calmant, relaxant, alors que dans le sens horaire, c'est un effet plutôt stimulant. Donc ça, c'est une règle assez universelle aussi. Bon, voilà. Mais si à un moment, vous n'avez pas fait attention au sens, si vous dites ah, non, si je n'ai pas fait de mon sens, c'est pas très grave. Vous allez sentir l'effet sur le corps de toute façon, savoir si ça fonctionne ou pas. Dans tous les cas, si le corps refuse le contact, eh bien vous respectez ça. Comme je disais tout à l'heure, éventuellement, vous allez travailler une autre zone pour pouvoir éventuellement, pourquoi pas, revenir plus tard, hein, voir si à ce moment-là, le corps est plus en confiance et vous pouvez mieux travailler la zone. Voilà, donc là, vous avez massé la paume. Alors, c'est pareil, suivant les endroits, que ce soit pour la main ou la plante des pieds, vous allez peut-être repérer des zones qui sont douloureuses et vous allez y passer un petit peu plus de temps. Et bon, l'avantage, comme je disais, c'est que plus on pratique, plus le toucher se développe. Donc, comme ça, c'est votre outil de base. Je vous conseille, dans un premier temps, d'essayer de vous masser tous les jours, parce que de toute façon, ça vous fera du bien. Ça va développer votre toucher. Alors, sur le développé du toucher, une étude que je trouve intéressante parce que ça nous fait comprendre des choses. Ils ont fait des autopsies de personnes aveugles qui lisaient en braille. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'au bout des doigts des personnes, elles avaient développé en fait des réseaux de neurones, en fait, comme un cerveau.
C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence au bout des doigts, c'est réel. C'est-à-dire que les ostéopathes aussi s'entraînent à sentir de plus en plus finement des choses dans les couches de plus en plus profondes du corps. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se cultive, le toucher. Donc, ça ne se cultive pas en parlant. Enfin, là, on en parle aujourd'hui, mais vous avez bien compris que ça se cultive en le pratiquant. Et en étant à l'écoute, en essayant des choses aussi, hein, et donc en testant. Ça, c'est fondamental. Tant que vous ne pratiquerez pas, vous ne développerez pas ça. Donc, amusez-vous aussi à développer votre toucher au quotidien, à sentir en aveugle, je sais pas moi, des pierres, du sable, voilà, développer, puis jouer avec ce sens-là, parce qu'il est assez formidable, et de toute façon, ça va vous faire du bien. Je vais repartager mon écran. Donc voilà ce qu'on a fait sur l'automassage des mains. D'abord, vous êtes toujours avec moi. Vos mains sont en forme et prêtes à aller plus loin. Donc, je vous propose maintenant, on a fait les mains. Donc, comme je disais, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire les pieds. Et là, c'est pareil. Après, vous pouvez commencer à masser vos pieds, sentir certains points. Et puis, vous trouvez un point, vous tombez sur un point douloureux. Bah, tiens, vous allez voir, à ce moment-là, vous allez voir effectivement en réflexo à quoi ça correspond. Mais n'essayez pas d'apprendre les planches de réflexo par cœur, parce que ça va vous couper votre sensation. À chaque fois que vous allez essayer d'intellectualiser ce que vous ressentez, ça va vous couper de votre sensation. Donc, d'abord, privilégiez le ressenti. Et puis après, effectivement, vous êtes un peu plus sûr de vous, allez chercher des informations. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, le corps, il fait ce qu'il a à faire. Il se remet en équilibre, que vous ayez l'information mentale ou pas. D'accord? Ce qui lui importera, lui, c'est que l'énergie circule correctement. Donc, du coup, puisqu'on parle de tête, on va se masser la tête pour moins penser et plus sentir notre tête. Donc, j'enlève mes lunettes. Hop. Donc là, j'ai mis par exemple des points sur la tête, mais là encore, vous le faites comme ça. Oui, si j'enlève mes lunettes, je ne vais plus rien voir. Donc, je vais quand même arrêter le partage. Hop, voilà. Donc, quand vous massez, alors bon, c'est vrai que quelquefois, on aime bien effectivement chauffer ses mains. C'est quelque chose que vous pouvez faire justement, par exemple, en fin de journée, parce que toute une journée sur des écrans, ça fatigue les yeux. Il y a beaucoup de tension aussi au niveau de la nuque, des trapèzes. Enfin voilà, hein, l'énergie est montée là. Et puis, donc là, un massage, effectivement. Alors évidemment, tout ce que je vous indique là comme massage, automassage, vous pouvez bien évidemment le faire sur quelqu'un d'autre, hein. Donc, simplement masser et frotter vos paumes et puis placer le fameux 8 mètres cœur là, dont on a parlé, le mettre à hauteur des yeux, le mettre devant les yeux, donc pas forcément en contact. Et vous allez sentir en fait l'énergie de votre paume. Alors, vous fermez les paupières et puis vous relaxez. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on appelle le palming, en fait, c'est utiliser l'énergie des mains pour aller calmer une zone, et en l'occurrence, nos yeux qui sont saturés d'images toute la journée, ça leur fait le plus grand bien. Éventuellement, vous vous mettez en même temps une petite musique relaxante. Bon, là, on va le faire en version courte, mais typiquement, ça peut être vraiment un moment de calme, ou ça peut être une pause que vous aménagez dans votre journée de travail, justement pour vous reposer, vous déconnecter un petit peu. C'est toujours bénéfique. Et puis alors, bon, les yeux, justement, ils fatiguent, hein, donc c'est vraiment important de les masser, les travailler. Donc, alors, vous pouvez les frotter, hein, comme les enfants, quand on se réveille, là, vous pouvez vraiment aller les travailler. Vous pouvez aussi soulever les paupières. Et puis, on va travailler donc les orbites, hein, supérieures, inférieures. Donc là aussi, vous avez un paquet de points. Donc, dans le doute, si vous ne connaissez pas les points, ce n'est pas grave. Vous faites la zone, là, ici, au niveau du sourcil, et puis sous l'œil. Donc là, j'appuie simplement avec mes index. Alors, c'est pareil, hein, je n'appuie pas comme ça, c'est-à-dire que je pose en fait ma tête sur mes doigts, et comme ça, je ne force pas, je laisse le poids de mon corps faire le boulot à ma place. Et donc là, vraiment à la racine du nez, ça a des vertus calmantes.
Et alors, si vous pouvez aussi faire des légers cercles. Et vous allez suivre en fait le sourcil et donc l'orbite supérieure. Et vous allez sentir en fait, quand vous allez vous déplacer sur l'orbite, vous allez sentir qu'il y a des creux. Et ça tombe bien parce que les fameux points qu'on trouve en général, ils sont dans des creux. Et ça c'est fabuleux, c'est que tous les points qui sont répertoriés en général, il y a exactement la place qu'il faut pour les masser. Donc vous pouvez effectivement là aussi sentir des points qui sont plus douloureux que d'autres. À ce moment-là, vous vous y attardez. Puis si tout va bien, ben, vous continuez tranquillement vers l'extérieur. Jusqu'au coin. Puis après, vous pouvez masser les tempes. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Alors, il y a plein de gestes qu'on fait au quotidien assez naturellement. Quand on a mal, naturellement, on va poser notre main pour apaiser la douleur. Et ça fonctionne parce que effectivement, les capteurs, quand vous allez appuyer comme ça, en fait, cette pression forte va venir inhiber les capteurs de douleur au niveau du cerveau. Donc, vous court-circuitez réellement la douleur. Donc, ça a vraiment un effet calmant. Hein, c'est pas quelque chose, c'est pas un effet placebo, c'est réel. Hein. Donc, je continue. Après, je continue sur l'orbite inférieure. Et là aussi, vous allez tomber sur vous allez sentir au niveau de l'os qu'il y a des petits creux. Et donc là, vous pouvez rester un petit peu sur ces endroits-là. Profitez-en pour respirer aussi, ça fait toujours du bien de respirer avec le ventre tranquillement. Voilà. Et bon, ça fait, hein, justement, souvent quand on a travaillé des points en profondeur comme ça peut être bien aussi de relisser un petit peu. Et puis on peut masser le front. Éventuellement le fameux troisième œil. Les ailes du nez. Appuie un peu à la base des narines hein, aussi. Puis les pommettes. Sous les pommettes en fait. Et là on arrive du coup à l'articulation de la mâchoire. Alors vous allez chercher hein, l'articulation. Alors dans la mâchoire, on stocke plein de stress. Hein, on a souvent, on se crispe hein, souvent de toutes les choses qu'on n'a pas dites, tous les gens qu'on n'a pas pu voir. Et donc, vous pouvez en même temps ouvrir à bouger, détendre et en fait continuer votre massage en partant finalement de l'oreille, en descendant comme ça progressivement jusqu'au menton. En même temps, vous pouvez en profiter pour mettre vos pouces donc sous la mâchoire. Vous allez stimuler en fait vos glandes salivaires. Ça fait du bien aussi. Jusqu'au menton hein, aussi. Et après, vous allez tapoter les gencives. Supérieur, inférieur. Vous pouvez passer la langue sur les dents aussi. Continuez la détente. Alors, les oreilles, il y a encore, autant il y a des gens qui s'occupent que des mains, il y a des gens qui s'occupent que des oreilles. Il y a plein de choses aussi dans les oreilles, puisqu'on dit en fait que l'oreille, ça représente un humain en position de fœtus avec donc la tête qui est le lobe. Alors, vous voyez, moi j'ai des grands lobes. Et donc le bas du corps, du coup, le bassin, c'est le haut de l'oreille. Alors, le haut de l'oreille, si vous étirez, vous stimulez le haut de l'oreille, en fait, ça a une action stimulante de concentration. Tu sais, quand on tire les oreilles de mauvais élèves, en fait,
Et ben voilà, ça correspond à ça, c'est stimuler la concentration, réveiller en fait, tirer l'oreille. Après, vous pouvez aussi travailler tout le pavillon, voilà, merci, chercher mon mot, le pavillon de l'oreille. Donc là, c'est pour développer l'écoute, hein. C'est assez naturellement. Alors, vous avez plein de points à l'intérieur de l'oreille, hein. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir plus spécifiquement. Et puis, l'autre point remarquable, c'est le lobe. Alors là, le lobe, masser le lobe de l'oreille, c'est un effet calmant. Quand vous êtes stressé, je conseille de faire, hein, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Vous pouvez en faire un au moins assez discrètement, parce que les deux en même temps, ça fait un peu louche, hein. Mais au moins ça a vraiment un effet caméra. Oui, je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, même si vous ne pouvez pas, par exemple, je disais en réunion, ça, vous ne pouvez pas vous masser les mains, vous pouvez faire quelque chose d'ultra simple aussi. C'est simplement, vous prenez chaque doigt dans votre, voilà, vous mettez chaque doigt dans l'autre main. Comme ça, vous tenez 1 minute. Comme je disais, avec les mudras, il y a des activations en fait, des zones réflexes des mains. Là, c'est la même chose. Vous passez 1 minute sur chaque doigt. C'est un effet aussi déstressant, calmant. C'est quelque chose que vous pouvez faire pendant une pause dans votre journée de travail, par exemple. Donc là, on y était aux oreilles. Voilà, on tirait bien les lobes. Le cou. La nuque, donc la nuque, là aussi, plein de stress dessus. Alors, après, on pourrait continuer sur les trapèzes, mais la nuque, vous pouvez prendre comme quand on prend un chat derrière la tête, là, vous pouvez vraiment aller chercher toutes les tensions, hein. Parce que là, le fait d'être tout le temps assis, on accumule beaucoup de choses. Donc, comme je disais, donc, vous pouvez continuer si vous voulez par les trapèzes. Et puis, vous avez des points donc à la base donc, du crâne. Vous pouvez faire des petits cercles. Donc en bougeant le crâne pour essayer vraiment de trouver le meilleur angle pour aller chercher. Alors là, c'est très bon quand vous avez en cas de maux de tête, migraine, stress, douleur cervicale, enfin, tous les symptômes de stress, on va dire, au sens large. Vous pouvez aller vraiment chercher tous ces points-là à la base du crâne, ils sont assez bénéfiques. Voilà. Je mets mes lunettes pour partager. Normalement, on a fait tout ça. J'ai rien oublié. Bon, ça a l'air bon. Ah non, on n'a pas fait le crâne et le cuir chevelu. Vous voyez, des fois, c'est joli. Effectivement, vous pouvez, comme si vous vous peignez avec vos doigts, passer dans les cheveux aussi. Et puis, éventuellement, tirer un petit peu les cheveux comme ça pour stimuler le cuir chevelu. Là, c'est bien aussi pour bien faire circuler le sang dans l'ensemble du crâne. C'est bon pour la concentration, hein, là aussi. Donc, comme je disais, il y a près de 3000 points répertoriés par la médecine traditionnelle chinoise. Bon, pareil pour la médecine ayurvédique. Bon, là, j'en ai mis quelques-uns qui sont assez classiques, hein, parce que qui répondent à beaucoup de problématiques diverses et variées. Et puis, donc là, je pense que si vous avez des questions, je vous remercie de votre attention. Juste un petit mot, si vous souhaitez me contacter, voici toutes mes coordonnées. Donc, il y a un site web dans lequel vous pouvez trouver un certain nombre de ressources, hein. Dernièrement, je l'ai moins alimenté. J'avais pas mal alimenté le blog, notamment avec pas mal de petits exercices de 5 minutes à faire au quotidien, hein, durant le confinement. J'avais eu un petit peu plus de temps pour le faire. Et voilà, j'essaye de mettre régulièrement des ressources dessus. Et donc, si vous avez des questions, je pense qu'on peut en parler maintenant. Du coup,
J'ai une personne qui demande si le massage ayurvédique est un massage doux. Alors, le massage doux ou pas doux, ça va dépendre du masseur, déjà, première chose. Donc, alors, normalement, oui, c'est censé être un massage doux, mais ça ne veut pas dire que. Ça me gêne de dire ça parce que ça voudrait dire que les autres ne le sont pas. Et alors, le massage ayurvédique, c'est un massage à l'huile, c'est fait à même la peau. Donc, alors ça, c'est effectivement une différence aussi entre les massages, c'est qu'il y a des massages qui vont se faire sur une personne habillée et d'autres sur une personne à même la peau, en fait. Alors, sachant qu'il y a des techniques qui mélangent les deux, hein, mais c'est important parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à se dévoiler complètement, qui ne sont pas à l'aise hein, avec leur corps et toucher directement la peau quand la personne n'est pas à l'aise, c'est difficile. Donc, je trouve que c'est intéressant de mélanger les différents types de techniques pour pouvoir répondre à différents besoins. Et donc, oui, le massage ayurvédique, c'est censé être un massage doux, mais j'ai connu des masseurs pas trop doux, hein. Là, comme on masse comme on est, on n'a pas tous le même toucher. Puis, ce qui va me sembler trop doux, peut-être même trop doux parfois, parce que bon, moi j'aime bien quand ça stimule un peu, bah, ce sera parfait pour d'autres personnes. Donc, vous voyez, il y a pas de massage qui plaise à tout le monde. Il faut trouver la bonne personne aussi, le masseur en qui vous ayez, la masseuse en qui vous ayez confiance, avec qui ça se passe bien. Mais le massage ayurvédique, c'est un massage à l'huile qui se fait à même la peau. Donc, alors la différence, c'est vrai, par exemple, les massages sur la peau directement, par exemple, c'est intéressant parce que ça va avoir beaucoup d'effets justement sur tout ce qui est immunité, sur tout ce qui est, alors en médecine traditionnelle chinoise, on dit que la peau, c'est l'élément métal, c'est la tristesse. Alors, par exemple, je repense, j'étais dans une émission de radio comme ça, une personne qui disait qu'elle elle avait perdu son époux et donc, du coup, elle a eu le bon réflexe d'aller se faire masser régulièrement. Et comme ça, même la peau. Par exemple, quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui est triste, il vaudra mieux le masser à même la peau. Le massage à l'huile sera plus efficace. Alors bon, si la personne ne veut pas qu'on la touche, ben, on commencera progressivement, bien sûr, hein, mais là, plus on sera au contact, plus ce sera efficace pour traiter ce genre de choses. Ou des gens qui ont des pathologies respiratoires, par exemple, ce sera mieux de travailler à même la peau. Mais là encore, ça va être la décision de la personne massée qui va primer. Mais je connais des massages qui sont sur un corps habillé qui peuvent être très doux aussi. Et pareil, en termes de réflexologie, ça va vraiment dépendre de la qualité du toucher de la personne. Et c'est pas aussi homme ou femme, hein. Parce que quelquefois on peut avoir cet a priori. J'ai connu des femmes avec un toucher très sec, très abrupt, et des hommes avec un toucher très doux. Donc la notion de doux, elle est relative. Donc je réponds pas vraiment, mais bon. Alors, doit-on se mettre dans un état d'esprit avant un massage? Ouais. J'aurais tendance à dire dans les deux cas, pour être massé comme pour masser. Alors pour être massé, si vous voulez pleinement profiter de votre massage et que vous avez votre téléphone portable qui sonne toutes les 5 minutes, c'est quand même un peu dommage, quoi. Vous avez quelqu'un qui est en train de s'occuper de vous et vous n'en profitez pas pleinement, vous n'arrivez pas à déconnecter, et puis ça veut dire aussi que vous n'arrivez pas à plonger en vous, à profiter du voyage. C'est franchement dommage. Donc, oui, c'est important. Je me rappelle avoir massé comme ça une personne qui était interrompue toutes les 5 minutes par sa fille, hein, et elle ne savait pas lui dire non. Donc, elle n'était pas capable de se rendre indisponible pendant une demi-heure pour avoir un moment à elle. Bon, c'est un symptôme hein, déjà. Donc, et évidemment, pour toucher l'autre, pour masser, oui. Alors, cet état d'esprit, il n'a rien de transcendantal, hein. C'est pas. J'aurais tendance à dire, vous êtes dans le même état d'esprit quand vous allez faire un dîner avec votre amoureux. C'est juste être présent, être là, être à l'écoute de l'autre et voilà. Donc c'est pas, faut pas aller chercher ça loin. Par contre, pour moi, c'est un état de présence particulier. Oui, il est indispensable parce que alors
si on fait un massage, moi, le massage, ils peuvent durer 1h15, 1h30. Je ne peux pas vous dire que je suis 100% présente pendant 1h30, ce serait mentir. Hein. Mais c'est pour ça que le côté aussi arts martiaux permet de travailler ça, cet état de présence, hein, cet état d'esprit au maximum, effectivement, et l'expérience en sera que meilleure pour vous comme pour l'autre. Donc, il faut tendre vers ça. Il faut tendre vers ça. Mais bon, on est des êtres humains, donc faut être bienveillant envers vous-même aussi quand vous n'y arrivez pas. Mais faut essayer au maximum de le faire. Et une dernière question. Est-ce qu'un massage de 5 minutes est suffisant? C'est toujours mieux de faire un massage de 5 minutes que de ne pas en faire. Il suffit toujours, oui, bien sûr. Il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours déjà que pas du tout, ou que 1 heure une fois par mois, quoi. Donc, oui, bien sûr, il y a déjà tous les effets que j'ai décrits. C'est ça qui est bien avec le toucher, c'est que ça agit très très vite. Les bienfaits oui, je vois la question. Les bienfaits arrivent très vite. Alors après, sur la durée, bien, on n'est pas toujours effectivement disponible. Et puis, il y a aussi des sensations qui peuvent arriver un petit peu plus sur la durée, parce que comme je disais, quelqu'un qui est vraiment très mal ou des douleurs qui sont très anciennes, on ne va pas le régler en 5 minutes. D'accord mais de toute façon, déjà avec 5 minutes, enfin, je sais pas, j'espère que vous l'avez ressenti au moins, vous, quand vous avez pris 5 minutes pour vous occuper de vous, bah déjà, ça fait du bien. Donc, c'est pareil pour l'autre, vous imaginez, on a quelqu'un qui s'occupe de nous pleinement. En plus, c'est ça, si moi j'ai quelqu'un qui m'offre cet espace d'écoute pour s'occuper pleinement de moi, pour m'accueillir tel que je suis, même si c'est 5 minutes, c'est précieux, quoi. Donc, alors, l'idéal, ce serait qu'effectivement, ce soit quelque chose de naturel, de courant dans notre société. Alors, c'est vrai, quand on voit les Asiatiques, pour eux, voilà, ça fait partie du quotidien. Alors, moi, je suis souvent pour l'automassage, parce que si déjà on prend l'habitude de s'automasser, par exemple, moi, souvent, j'ai des grandes manches. Bon, là, je ne les ai pas mises pour que vous puissiez voir éventuellement des points. Mais bon, avec des grandes manches. Bon. Et puis, je vais me masser, parce que là, il y a un point qui est assez formidable, qui est le l'ongie, là, qui est vraiment à la base du coude. Vous mettez votre coude dans votre paume, et puis vous refermez, puis vous tombez pile dessus. Et puis, quand vous allez faire ça, bah, vous allez peut-être sentir que c'est un petit peu désagréable. Et ça va stimuler le transit, ça peut éventuellement soulager des douleurs à l'épaule, enfin voilà, ça peut relâcher le psoas iliaque, enfin voilà. Bon ben voilà, je suis au travail, je suis en train de parler avec des gens, je peux faire ça en même temps, quoi. Et personne ne voit rien. Et puis, donc, vous voyez, là aussi, c'est dans ce sens-là, c'est un état d'esprit. Si vous prenez l'habitude, vous, de vous masser déjà régulièrement, bah, ce sera plus 5 minutes parce que ce sera en temps masqué. C'est-à-dire, vous ferez je suis en train de regarder la télé, je me masse les pieds en même temps. Ou je masse les pieds à mon compagnon. Voilà, ce sont juste de réintroduire ça. Pas forcément dire de telle heure à telle heure, je masse. Bon, bah oui, si vous avez pris un engagement vis-à-vis de quelqu'un, vous le faites. Mais dans votre quotidien, ce sont juste des petites choses à remettre. Et puis, plus on fait, plus ça nous fait du bien. Plus ça nous fait du bien, plus on a envie de faire. Et puis voilà, on remet tout ça dans la machine. Et puis quand les gens nous voient faire, dire, ah, tu fais ça, bah oui, puis voilà, ça se fait assez naturellement. Alors oui, il y avait une question dans la discussion. Quelle attitude lorsque la personne qui est massée parle beaucoup? Ouais. Euh, ouais. J'ai vécu ça aussi. Euh, c'est pour ça que je parlais d'état d'esprit de la personne qui va se faire masser. Effectivement, il y a des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de se faire du bien, mais qui ne sont pas capables de lâcher prise. Euh, alors, oui, ça m'est arrivé de tomber sur des gens comme ça. Alors, j'essaye de répondre le plus court possible, voire de ne pas répondre, et puis petit à petit, faire en sorte que petit à petit, la personne se relâche. Il y a un truc qui marche bien, c'est que souvent des gens comme ça qui vont parler beaucoup, donc ils vont être beaucoup dans le mental, ils vont avoir une respiration très, très rapide et très, comment dire, très thoracique.
Et donc, moi, en me posant justement, alors c'est là où l'état de présence va jouer hein, quand vous massez quelqu'un, en vous posant, en vous ancrant, en travaillant vraiment la respiration abdominale. Ça peut être un élément pour dire dans quel état d'esprit, dans quel état de présence je fais. Bon, les gens qui méditent, par exemple, enfin, mon perso, je médite, c'est très efficace. Enfin, tout ce qui va vous permettre de vous centrer, de votre rythme, à ce moment-là, quand vous massez la personne, vous êtes vraiment très conscient de votre. Alors, j'en ai pas parlé, pourtant, c'est mon dada, hein, d'habitude, le hara, de votre ventre, de votre présence. Et vous allez vous focaliser sur une respiration abdominale, effectivement. Alors, vous observez sa respiration. Un truc qui marche très, très bien, c'est que vous allez chercher la personne à son rythme respiratoire. C'est-à-dire, si elle respire vite, vous allez respirer vite. Vous vous calez sur sa respiration. Vous utilisez finalement les neurones miroirs. Vous, après, petit à petit, progressivement, vous ralentissez votre respiration. Et vous allez vous rendre compte, ça marche bien aussi pour calmer les enfants, par exemple, pour qu'ils s'endorment. Tout. Et vous allez vous rendre compte que assez naturellement, hein, par empathie, hein, c'est une des particularités de l'humain, la personne va descendre en fait aussi son rythme respiratoire. Elle va vous suivre, quoi. Vous êtes allé l'accrocher, puis vous allez descendre. Et du coup, en diminuant sa fréquence respiratoire, normalement, si vous faites bien votre job, elle va quand même moins parler, commencer à se déposer, enfin voilà, et à se relâcher. Et alors souvent, ces gens-là qui sont beaucoup dans le mental, quand ils relâchent d'un seul coup et ils s'endorment. Enfin, moi, j'ai très souvent des gens qui s'endorment. Et quand les gens s'endorment, eh ben, moi je le prends bien. Ça veut dire qu'effectivement, ils ont relâché. Et de toute façon, l'énergie fera son job et ils profiteront quand même du massage. Et puis, bon, peut-être que la fois d'après, ils s'endormiront plus tard. Et voilà, souvent, ça fonctionne. Alors bon, il peut y avoir vraiment des irréductibles. Hein. Bon, ben là, si les gens persistent à ne pas vouloir se faire, vous pouvez éventuellement le signaler gentiment. Parce qu'il y a effectivement des gens qui massent, qui pratiquent. Enfin, ça m'est arrivé hein, d'être massé par des gens qui parlent aussi. Perso, ça me dérange. Donc, vous pouvez préciser à la personne que vous, dans votre pratique, vous préférez le faire silencieusement pour lui laisser, la laisser intégrer ce qui se passe et qu'éventuellement, vous êtes disponible pour discuter après. Alors moi, souvent, avant de masser, je prends quand même un temps avant pour discuter avec la personne, pour identifier aussi. C'est toujours intéressant de voir ce que la personne me dit de son mal-être et ce que le corps me dit, et qui est parfois très, très différent aussi. Donc, ça peut être aussi la laisser parler avant pour déposer un peu ce qu'elle a déposé, pour ensuite qu'elle profite mieux de son voyage. Merci infiniment, Nathalie, pour votre intervention, d'avoir été disponible pour nous aujourd'hui. Merci vraiment pour les informations que vous nous avez fournies. C'était très enrichissant. Merci aux participants. Je vous invite à venir tester un petit massage à Mutazen. Oui, pratiquez tous. Hein. Ça ne peut que faire du bien. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Donc, je fournirai mes planches à ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, au plaisir de nouveaux échanges. Ouais. Bonne soirée à vous. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.